Frédéric Vitou, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Bien oui. Alors je suis né en 1944, là pour l'état civil. J'ai toujours vécu dans l'île Saint-Louis et je suis, comment dire, je me définirais comme un polygraphe. Voilà, un polygraphe parce que j'ai écrit sous toutes les formes différentes, des supports différents, le journalisme et la littérature et l'édition. Et comme j'ai été à la fois essayiste, biographe, romancier, j'ai été aussi à l'occasion scénariste et dialoguiste dans l'audiovisuel. Donc la meilleure définition, et on en terminera là, ça sera celle d'un polygraphe. Vous n'y mettez pas une nuance péjorative par rapport à celle d'écrivain? Non, parce que l'écrivain est un mot noble, le mot polygraphe est un mot plutôt besogneux, et là j'en reste à cette, disons, à ce grand éventail de préoccupations et de formes d'écriture que j'ai eues. Par ailleurs, en effet, je me considère comme un écrivain, en effet, un écrivain de formes variées. Au fond, quelles ont été, sur le plan intellectuel, vos passions, Frédéric Vitou? Est-ce que j'en connais certaines, mais... Alors, mes passions, je dirais qu'elles ont été doubles. Ma première vraie passion, bon, j'ai toujours beaucoup lu quand j'étais jeune, mais ma première vraie passion, ce qui m'a initié à la fiction en particulier, à l'imaginaire, ce n'est pas la littérature, c'est le cinéma. J'ai été, entre l'âge de 16-17 ans, et je dirais presque aujourd'hui, un fou de cinéma. Entre 17 et 25 ans, j'allais voir en moyenne 2 à 3 films par jour. J'étais un accro de la cinémathèque, et ma culture, à l'âge où l'on est formé, je dirais, a été autant Fritz Lang, John Ford, Howard Hawks, Jean Renoir, que Chateaubriand, Victor Hugo, Voltaire. Donc, ma première vraie passion formatrice, ça a été tout cet imaginaire de l'écriture cinématographique, du cinéma, que j'ai découvert avec passion, si bien qu'à un moment de ma vie, étudiant, j'avais préparé l'IDEC, et je pensais faire du cinéma, et j'ai renoncé à cette ambition pour différentes raisons. Alors, en littérature, je dirais que j'ai eu des passions successives, et même, par certains côtés, contradictoires. Deux noms contradictoires que je vous citerai simplement. Le premier, c'est Louis-Ferdinand Céline. J'ai lu très jeune Céline, j'avais peut-être 17-18 ans quand je suis tombé sur Voyage au bout de la nuit, et c'est l'un des très rares livres, où je peux dire que je n'étais pas le même après l'avoir lu qu'avant de l'avoir lu. Bien sûr, il y a des grands romans qui vous marquent pour votre vie, Guerre et paix, que sais-je, Madame Bovary, si vous voulez. Mais un livre qui fait un tel choc qu'on n'est pas le même après qu'avant, il y en a très peu. J'aurais beaucoup de mal à en citer beaucoup d'autres. Et le choc que j'ai reçu à la lecture de Voyage au bout de la nuit, cette évidence de la mort, ce tragique de l'existence humaine, cette compassion pour la misère, cette invention lexicale aussi, mais surtout cet univers célinien m'a bouleversé. Si bien que quand j'ai été amené à faire un doctorat de 3e cycle sur un écrivain, il fallait apporter du nouveau pour cet écrivain. Ce n'est pas comme une petite maîtrise où on peut faire la 300 millième maîtrise sur Racine ou ce que vous voulez. J'ai choisi Céline, aussi pour une raison très simple, c'est que nous étions à la fin des années 60 et que Céline, mort quelques années auparavant, en 1961, pour des raisons que nous savons, était un écrivain encore maudit. Donc on ne parlait pas de lui, il a été marqué au fer rouge à cause de ses abominables pamphlets antisémites, et que par conséquent l'université avait totalement négligé Céline. Donc il y avait un terrain vierge formidable, j'ai eu du mal à trouver un professeur qui accepte de diriger, sans le diriger, puisqu'il n'y connaissait rien, il me l'avait dit lui-même, une thèse sur Céline. Donc j'ai fait une thèse sur Céline, et Céline m'a occupé de nombreuses années. Puisque c'est très vite, on est considéré, à tort ou à raison, comme un spécialiste de Céline, et que, voilà, donc on est sollicité, et après cette thèse, qui est parue dans la collection Les Essais chez Gallimard en 1973, qui a été mon premier livre littéraire jamais publié, j'ai été amené à faire d'autres écrits, à écrire d'autres essais, et jusqu'à une grosse biographie de Céline. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a occupé pendant presque 20 ans, et c'est une cohabitation difficile.
éprouvante, oppressante, difficile, parce que l'homme n'est pas facile, même par certains côtés, il est terrifiant, mais avec toutes ces contradictions, Céline m'a marqué et m'a obsédé. Et j'ai eu besoin, et je terminerai là cette trop longue réponse, pardonnez-moi, j'ai eu besoin de contrepoints, je dirais, d'optimisme, de soleil, du midi par rapport à la vision crépusculaire, bretonne, si je puis dire, de Céline. Et deux auteurs m'ont marqué profondément, un musicien et un écrivain. Le musicien, c'est Rossini, à qui j'ai consacré un ouvrage, même 2 ouvrages, et qui est non pas le plus grand des compositeurs. Et bien sûr, il y a Mozart, il y a Beethoven, il y a Schubert, il y a Wagner, qui vous voulez. Mais je dirais peut-être à la fois le plus intelligent et le plus heureux de tous les compositeurs. Et il y a un bonheur mélodique, une joie, une allégresse, une subtilité dans Rossini qui m'a mis, pour reprendre une expression stendhalienne, au comble du bonheur. Et donc le deuxième nom qui s'impose aussi, je viens de le prononcer indirectement, c'est Stendhal. Je crois qu'on peut aimer, admirer bien entendu Flaubert, mais d'une certaine manière, on ne peut pas aimer passionnément Flaubert et Stendhal. C'est 2 camps différents, il faut choisir. Et moi, j'ai choisi le camp de Stendhal. Je suis heureux avec Stendhal, comme je suis heureux auprès de Stendhal en Italie. Et c'est un auteur qui me hante et avec qui le mot hanter n'est pas bon parce qu'il a quelque chose d'un peu justement fantomatique et inquiétant, avec qui je suis heureux de vivre. Ce bouleversement d'une vie, vous l'avez éprouvé après la lecture de Céline. Vous n'avez jamais éprouvé le même bouleversement après Marcel Proust, par exemple? Marcel Proust a été une rencontre exaltante par tout ce qu'elle m'a appris, par tout ce que... Mais non, je veux dire, Proust, pour moi, est un des génies du XXe siècle. Bien sûr, comme Céline, c'est courant de dire que ce sont les 2 grands écrivains du XXe siècle, ce qui n'est pas faux. Il y en a d'autres importants qui ont joué pour moi un rôle important, bien sûr. Mais Proust, ça a été une découverte, une délectation incroyable, et tous ces abîmes de la conscience, ce sens du temps. Proust m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, m'a appris une chose, c'est que dans la littérature romanesque, il est très rare de trouver des œuvres où l'on mesure la durée, le temps qui passe et qui évolue. Et ça, je l'ai trouvé chez Proust, mais je l'ai trouvé encore plus chez un écrivain, je vais faire de la provocation, que je crois peut-être plus important que Proust dans ce temps perdu et ce temps retrouvé, c'est Alexandre Dumas. Et je pense que la trilogie des 3 Mousquetaires de 20 ans après et du Vicomte de Bragelonne me paraît un choc romanesque, pour moi, si je puis dire, presque plus fort que le temps perdu et que le temps retrouvé. Vous avez parlé des abominables pamphlets antisémites de Céline. Au fond, quelle est votre réflexion sur le rapport du grand écrivain avec la morale? Est-ce que pour être apprécié en tant que grand écrivain, il faut être d'une certaine manière un parfait honnête homme ou pas? Votre question telle que vous la formulez, cher Philippe Bilger, apporte la même réponse. Bien sûr que non. Ça serait si bien si les gens que nous admirons, si les grands écrivains étaient des exemples de probité morale, d'exemples à suivre. On aimerait que Rousseau n'ait pas abandonné ses enfants, que Voltaire ne soit pas enrichi dans la traite négrière, que des écrivains n'aient pas basculé dans un antisémitisme désolant, etc. Donc, bien entendu, il n'y a pas de rapport entre l'importance d'un écrivain ou d'un artiste en général. Caravage était un assassin et un voyou, Rimbaud on n'aurait pas voulu le fréquenter, une petite gouape douteuse, je provoque un peu là. Non, ce qui m'a intéressé chez Céline, précisément, c'est que son antisémitisme est très complexe. L'antisémitisme en tant que tel, comme tout discours raciste, lui n'est pas complexe, c'est abominable, il faut le combattre, on ne transige pas, on ne nuance pas là-dessus. Mais si l'on oppose, par exemple, l'antisémitisme des écrivains, disons quasiment fascistes français
les Rebattet, les Brasillac et d'autres, et l'antisémitisme de Céline, avec Céline, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé. C'est essayer de comprendre d'où venait l'antisémitisme de Céline, qui n'est pas facile à comprendre. La preuve, c'est que Sartre, dans ses réflexions sur la question juive, se heurte avec Céline à quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, si bien qu'il donne, en dernière analyse comme explication, au fond, si Céline avait épousé les thèses antisémites des Allemands, c'est qu'il était payé par les Allemands. Ce qui est absurde, historiquement, qui ne tient pas debout, c'est une allégation mensongère et diffamatoire. Mais elle témoigne de la complexité de l'antisémitisme de Céline, qui, lui, pour l'essentiel, ce n'est pas une conspiration du gros capital contre la banque, etc. C'est à l'origine, pour Céline, mais c'est Léon Poliakov qui le disait le premier, très bien dans son historique et définitive histoire de l'antisémitisme, pour l'essentiel, mais pour l'essentiel, parce que c'est très compliqué, l'antisémitisme de Céline se nourrit du pacifisme. C'est l'antisémitisme d'un homme qui a fait la guerre de 14, plus jamais ça, et qui voit dans les Juifs les ennemis de Hitler, donc ceux qui ont intérêt à nous pousser à la guerre contre Hitler. D'où les deux grands pamphlets antisémites de Céline d'avant-guerre, de 37 et 38, Bagatelle pour un massacre et L'école des cadavres, que l'on comprend mal dans le titre d'ailleurs, parce que comme on a l'image de la Shoah, du massacre des Juifs, quand on dit Bagatelle pour un massacre, on a l'image qu'il se fiche complètement comme de bagatelle du massacre que sera la déportation et l'extermination des Juifs. Alors que pour lui, Bagatelle pour un massacre, ou l'école des cadavres, ça veut dire je pressens de manière évidente une guerre mondiale qui va être un massacre abominable de l'humanité, ou de l'Europe en attendant que l'humanité s'embrase, et j'écris des choses drôles, plaisantes, légères, des bagatelles pour éviter ce massacre qui me terrifie. Et l'école des cadavres, c'est la même chose. Est-ce que les cadavres de 14-18, est-ce qu'ils ont été assez éloquents pour nous avertir et pour nous apprendre qu'il ne faut pas un nouveau massacre? Donc même les titres des pamphlets de Céline ont pris un sens encore abominable par rapport aux écrits de Céline, qui eux-mêmes sont assez terrifiants. Voilà. Mais je voulais aussi, donc, avec Céline, interroger le XXe siècle, interroger l'avant-guerre, interroger toute cette dérive des intellectuels face au totalitarisme et face au racisme. Et ça m'a beaucoup intéressé. Évidemment, si Céline n'avait pas été un immense écrivain, ça n'aurait pas été suffisant pour m'attacher à Céline. Mais c'était aussi, pour des raisons multiples, une manière pour moi d'essayer de mieux comprendre le XXe siècle avec tous ses égarements et ses massacres de masse. Ma question, tout de même, renvoyait à des polémiques assez régulières sur le rapport ou la contradiction entre morale et littérature. À propos de Céline, bien entendu, il y a aussi Heidegger. Plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse littéraire d'aujourd'hui, des critiques littéraires, de ce milieu intellectuel? Est-ce que vous-même, vous le trouvez gratifiant, intéressant, ou est-ce qu'il a des limites, à votre avis? Ce qui m'intéresse avec Céline n'est pas la même chose que quand on parle de Heidegger, on parle de sa compromission avec le régime nazi. En dernière analyse, ce qui est intéressant, c'est la pensée de Heidegger. En dernière analyse, ce qui est intéressant, c'est les livres de Céline. Il y a des livres de Céline qui font partie de son œuvre et qui sont des cris de violence, de haine. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de ces livres-là. Il faut les analyser avec le maximum de lucidité, de vigilance, évidemment. La qualité morale de l'homme est un autre problème, c'est un problème compliqué. Moi, ce qui m'intéresse chez Céline, c'est l'œuvre célinienne. Il y avait d'ailleurs quelques naïvetés quand j'ai fait ma thèse de doctorat de troisième cycle sur Céline, à ce que le professeur qui avait consenti à être en titre le directeur de thèse m'avait dit « Vous ne parlez que de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit », c'est-à-dire les deux premiers romans, 32-36, qui précèdent des pamphlets antisémites. Après, me dit-il, il écrit ces pamphlets antisémites, il est donc disqualifié, c'est une horreur, on ne parle pas d'un homme abominable comme ça, parlons du bon Céline et pas du mauvais Céline. C'est absurde. Bon, il y avait assez de matière pour faire une thèse sur les deux premiers romans, bien entendu, mais il y a un homme et une œuvre dans leur totalité ou leur évolution. Bon. Mais ce qui est intéressant chez Céline,
et c'est là où les choses deviennent effroyablement complexes, c'est que quand on lit les romans de Céline, l'œuvre littéraire de Céline, au fond, quasiment rien ne transparaît de ces moments d'égarement criminel, si je puis dire. Et mieux, si vous cherchez à comprendre ce qu'a été l'antisémitisme, disons, de la petite bourgeoisie française depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au moment où Céline écrit, le meilleur portrait d'antisémite qui a été écrit dans la littérature française, à mes yeux, c'est dans Mort à crédit de Céline. Où dans Mort à crédit de Céline, l'écrivain, avec une lucidité exceptionnelle, fait le portrait de son père et de sa mère. Son père, c'est un petit employé assez médiocre dans une compagnie d'assurance à la fin du siècle dernier, et il est brimé par ses supérieurs. Et il dit, bon, c'est la faute des Juifs, parce qu'il y a peut-être un Juif dans la hiérarchie de sa compagnie d'assurance, et donc le Juif, comme bouc émissaire du petit bourgeois raté, qui veut se rattraper en cherchant une explication à ce qui est au fond sa profonde médiocrité, Céline démonte et dénonce, je dirais, cette pulsion antisémite du médiocre qui cherche toujours le bouc émissaire. Et donc, cette analyse de la société française de la fin du XIXe siècle dans Mort à crédit avec le portrait de son père, on n'a jamais fait mieux que Céline. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, bon, on va plus pendre en effigie un homme qui est mort il y a plus de 50 ans, c'est absurde, c'est de lire, d'interroger les livres de Céline et de mieux comprendre avec ces livres à la fois un état de la littérature, avec ses nouveautés, ses fulgurances exceptionnelles, mais je dirais aussi un état de la société qu'on en interroge et que l'on comprend. Je trouve donc un peu vain aujourd'hui, aussi bien de nier les parts d'ombre énormes de Céline que de se trépigner en disant c'est un salaud, ce qui ne veut rien dire aujourd'hui. On ne dira pas de tel ou tel écrivain du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, c'est un salaud parce qu'il avait fait des choses pas bien ou même dans ses livres il y a des choses douteuses. Non, on peut avoir une sérénité historique qui est légitime et donc la plupart du temps, les trépignements moralisateurs des justiciers d'aujourd'hui sur les combats d'autrefois qu'ils n'ont pas menés m'agacent. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas au détriment du juste regard que l'on doit avoir sur l'œuvre et pourquoi pas sur l'homme, bien entendu. J'ai lu récemment une de vos critiques sur un film consacré à Céline. Est-ce que je peux vous demander globalement ce que vous pensez de la critique littéraire et artistique en France? Est-ce que vous avez perçu une évolution? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'elle vous paraît valable ou non? Alors, si vous voulez parler de la critique littéraire des grands quotidiens ou des grands hebdomadaires, la critique littéraire de l'instant, de l'actualité, ce que l'on peut observer avec regret, c'est que la part prise par la critique littéraire aujourd'hui dans la presse, tout support confondu, se réduit considérablement. Il n'y a plus ces longues analyses qu'on le trouvait autrefois, aussi bien dans le Figaro que dans Le Monde, des fameux rez-de-chaussée avec traits de Henriot, de Pierre-Henri Simon, etc., qui étaient tout à fait remarquables. Aujourd'hui, il y a des bonnes ou des mauvaises critiques. Le plus souvent, ces critiques sont, disons-le, assez frivoles. J'aime, j'aime pas, quelques anecdotes. Il y a des bons critiques, mais ces bons critiques n'ont pas le temps pour faire de longues analyses. Donc ce que j'observe, c'est un appauvrissement matériel des supports sur lesquels on parle. Et donc, pour les écrivains, et pour les écrivains et les critiques littéraires plutôt, c'est assez décevant. Donc, ce que j'observe avec tristesse, c'est que il y a beaucoup moins qu'avant, me semble-t-il, donc de ces vraies analyses où un critique, qui était souvent lui-même un écrivain ou un intellectuel de renom, se penchait sur un autre livre. Est-ce que la critique littéraire en France n'oscille pas entre l'encens ou la dénonciation totale? Est-ce que parfois vous ne rêveriez pas d'un juste milieu dans les appréciations? Si croire que le monde littéraire en général est un monde
qui n'est pas un monde sensible aux flatteries, aux règlements de compte, aux corruptions, aux ambitions savantes. Oui, bien, c'est vrai. Le monde littéraire n'est pas un monde d'une intégrité absolue dans les prix littéraires, dans les critiques, etc. Pourquoi ? Parce que la plupart des écrivains ont un autre pouvoir, ils sont parfois membres d'un jury littéraire, parce que les critiques littéraires sont eux-mêmes des auteurs. Donc il y a toute une part d'opportunisme que nous connaissons assez bien tous, c'est même pas la peine d'insister, ce sont des lieux communs que de dire ça. Il y a aussi, curieusement, une sorte de, comment dirais-je, de marque sur un écrivain de choses qui ne sont pas, à mon avis, pertinentes. Par exemple, la marque politique ou la marque institutionnelle. J'ai eu, que je considère comme une chance, il y a maintenant 15 ans, d'être élu à l'Académie française. Je sais que pour certains journaux, mettre sur un livre de l'Académie française, c'est contre-productif. Mais je le dis, encore une fois, comprenez-moi bien, sans aucune agressivité et sans aucune rancœur non plus, mais certains journaux comme Libération, par exemple, je crois n'avoir jamais eu de ma vie une critique littéraire dans Libération de toute ma carrière, et a fortiori depuis que je suis académicien français. On pourrait ne pas parler de tous mes livres, bien entendu, on pourrait m'attaquer sur le fond, mais rien, je n'existe pas. Je suis un institutionnel, donc quelqu'un de négligeable, et je n'existe pas. Alors, je pense que sur quelques décennies de carrière, de n'avoir jamais parlé d'un de mes livres littéraires me paraît presque relever du livre Guinness des records, là. Mais attendez, j'ajoute que j'ai dû avoir 15 lignes sur ma biographie de Céline. Mais c'était Céline qui les intéressait, ce n'était pas moi, évidemment. Voilà. Et une fois, j'ai été leur invité pour parler moi-même, de commenter l'actualité, mais je n'ai jamais eu de critique littéraire. Je suis insignifiant et je pense que l'image Académie française doit contribuer à me rendre transparent à leurs yeux. Mais encore une fois, je vous dis ça, je suis peut-être idiot de dire, parce que j'ai l'impression qu'il y aurait de la rancœur. Pas du tout. Je veux dire, par ailleurs, il publie tellement de livres, on ne peut pas parler de tous les livres, et c'est tout à fait bon, c'est tout à fait normal, ça n'a aucune importance. Vous avez parlé tout à l'heure de votre passion fondatrice qui est le cinéma. D'où vient cette magie pour vous? C'est-à-dire un univers artificiel qui serait plus vrai que le vrai? C'est quoi la passion que vous éprouvez pour le cinéma? La passion que j'éprouve pour le cinéma, ça a d'abord été une passion d'enfant, devant cette magie, en effet, des images animées, de ce rapport du récit, de la mythologie, parce que les acteurs sont plus grands que nature quand on les voit sur un grand écran. Et puis, peu à peu, ça a été une découverte aussi stylistique. Je me souviens qu'avec certains camarades, quand je préparais l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, il y avait deux camps. Il y avait le camp des fanatiques de Jean Renoir et le camp des fanatiques de René Clair. Et c'était deux camps absolument inconciliables. Ceux qui étaient pour les longs plans séquences, pour la sensualité de Renoir, et puis ceux qui étaient pour l'intelligence analytique, l'esprit XVIIIe siècle de René Clair. C'était deux styles différents. Moi qui suis toujours été un peu paradoxal, bien que je considérais que Renoir est un immense cinéaste, j'étais plutôt dans le camp René Clair, car j'aimais cette intelligence du récit, cette manière de découper. Et donc c'était un peu plus quand même que la simple fascination du badaud qui est admiratif devant Marilyn Monroe ou Ava Gardner. Et en même temps, j'étais heureux au cinéma. Il y a une phrase de Rossini que j'avais mis en épigraphe de mon étude de Stendhal, pardon, une phrase de Stendhal que j'avais mis en épigraphe de mon étude sur Rossini, et Stendhal écrivait « À force d'être heureux à la Scala, j'étais devenu une espèce de connaisseur ». Et je dois dire qu'à l'origine, en effet, à force d'être heureux au cinéma, j'étais devenu une espèce de connaisseur. Mais j'ai développé quand même ce simple bonheur naïf au premier degré pour m'intéresser vraiment à cet art, je crois, majeur du XXe siècle qu'est l'écriture cinématographique. Vous ne faites pas de hiérarchie entre le très grand cinéaste et le grand écrivain, ou est-ce que c'est deux mondes radicalement différents à cause de l'écriture? Je ne ferai pas de hiérarchie dans l'importance au XXe siècle du cinéma et de la littérature. Je ferai quand même deux observations.
c'est que le cinéma est souvent un art collectif. Donc la notion de grands artistes est plus difficile à cerner, parce que c'est aussi des politiques de studio, des grands scénaristes, des grands metteurs en scène, même pourquoi pas des grands comédiens qui peuvent être fascinants. Alors il y a des grands créateurs au cinéma. Si je prends Federico Fellini, par exemple, c'est un immense créateur. John Ford, qui n'a pourtant jamais signé un film, il y a un monde de John Ford qui fait que c'est un des grands cinéastes du XXe siècle. Ce que je pense, c'est que le cinéma, précisément par son effet de réalité, est un art beaucoup plus destiné à vieillir que la littérature. Je pense que moi, je suis de ces cinéphiles compulsifs qui vont revoir avec passion les films de Murnau muets, comme L'Aurore, par exemple, ou les premiers films de Stroheim, mais aujourd'hui, personne ne pourrait supporter aujourd'hui de voir 2 heures d'un film muet. C'est fini, ça a été une époque. Donc je crois que le cinéma, par son effet de réalité, est plus destiné à vieillir que la littérature, reste qu'il a été, pour les contemporains, quelque chose de considérable. Vous avez évoqué tout à l'heure l'Académie française à laquelle vous appartenez. Est-ce qu'on peut dire, sans provocation, que l'Académie française est une ambition naturelle pour tout écrivain? Non, je ne crois pas. Je crois que, plus ou moins confusément, à part les révoltés absolus, bien entendu, on n'imagine pas Céline à l'Académie française, il y a quelque part un peu ce rêve, comme ça, d'une consécration, mais je considère que non, ce n'est pas forcément une ambition. On peut dire, pour certains, ça peut être peut-être une consécration, je ne sais pas. Et puis il y a tellement d'impondérables qui font qu'à un moment donné, on se retrouve à l'Académie française. Ce que je vois, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'amis, même s'ils ont parfois une certaine ironie vis-à-vis de l'Académie, m'envient du fait que presque chaque semaine, je me retrouve avec des confrères de grande qualité et que je n'avais pas forcément vocation au départ à connaître. Parce qu'on connaît des écrivains, on connaît les écrivains de sa génération, on connaît des écrivains qui sont de votre famille d'esprit, mais quand on rentre à l'Académie, on rencontre des hommes politiques, on rencontre des prix Nobel de biologie, médecine, on rencontre des anciens ministres, on rencontre même des présidents de la République. Moi, j'ai fait la connaissance de gens comme, je sais pas, moi, Jacqueline de Romilly, par exemple, c'était un enrichissement exceptionnel dans ma vie. François Jacob, grand résistant, grand croix de la Libération, compagnon de la Libération, etc., que j'ai eu plaisir à connaître et dont le contact m'a beaucoup enrichi. Et ça, c'est formidable. Donc, je crois que pour un académicien, avoir la chance, chaque semaine ou presque chaque semaine, de se retrouver dans une compagnie avec des gens qui, dans l'ensemble, sont des gens d'abord bien élevés, courtois, et d'une riche valeur intellectuelle et qui vous ouvre sur d'autres horizons, c'est un privilège immense. Et que ce privilège soit une ambition pour certains, je le comprends fort bien. Pourquoi a-t-elle cette image un peu ridicule auprès de certains? Est-ce que c'est un peu le conformisme d'aujourd'hui anti-institutionnel ou voyez-vous d'autres raisons à cela? D'abord, les attaques que l'Académie française a subies, elles ne sont pas récentes, hein, elles ont toujours existé. Les polémiques, on en retrouve dès la fin du XVIIe, au XVIIIe siècle, des polémiques incroyables. Au XIXe siècle, n'en parlons même pas. Arsène Houssaye écrit le 41e fauteuil pour se moquer de tous les académiciens qui n'ont pas été, plutôt de tous les grands écrivains qui n'ont pas été de l'Académie. Donc la moquerie contre l'Académie, on retrouve chez des immenses écrivains du XIXe siècle cette même satire de l'Académie. Satire, pourquoi? Parce que d'abord, on est à l'Académie jusqu'à sa mort. Et donc, il y a cette image un peu embaumée, si je puis dire, ou institutionnalisée de la littérature, pour en rester à un domaine littéraire, qui doit être par ailleurs un domaine de liberté, d'expression, d'indépendance, etc. Donc, il y a une image apparemment contrastée, et puis, toutes ces attaques sont, encore une fois, quand on se penche sur l'histoire de l'Académie, elles ne sont pas nouvelles.
Vous savez, je ne sais plus qui disait cette phrase, quand nous sommes 40, on se moque de nous, devenons-nous 39, on est à nos genoux, parce qu'il y a un poste à pourvoir. Donc, je ne connais pas même un académicien ou une doyen qui n'a pas, dans sa jeunesse, brocardé l'académie. C'est normal, on brocarde les vieux, on brocarde les ancêtres, mais aussi les vieux, c'est ainsi un lieu commun, parce que comme on est jusqu'à sa mort, on peut avoir... Victor Hugo a été élu à l'Académie, il n'avait pas 40 ans. Donc, effectivement, et puis il est resté à l'Académie jusqu'à sa mort. Donc, cette notion de vieillesse est idiote. Quand je vois à l'Académie des amis comme René de Obaldia ou Michel Déon, pour prendre deux noms qui me viennent à l'esprit, qui ont aujourd'hui 97 et 96 ans, eh bien, j'aimerais bien avoir cette verdeur, cette intelligence, cette présence au monde, cet humour qu'ils ont aujourd'hui. Donc, tout ça me paraît assez frivole et assez vain, et ça n'a, au fond, à mon avis, aucune importance. Par ailleurs, l'Académie, on peut se poser, alors ça c'est une autre question, à quoi sert-elle? Ça c'est une question très vaste. Certains pourraient dire qu'elle ne sert pas à grand-chose, c'est une institution, c'est une image de la France. Bon, là, elle sert quand même à la langue française, c'est une autorité morale effectivement pour la langue, avec son dictionnaire et sa présence. Elle sert aussi à remettre beaucoup de prix littéraires, donc elle a quand même des fonctions à jouer dans l'espace francophone. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. Le reste me paraît, encore une fois, relever d'un lieu commun que chaque génération croit réinventer dans son insolence et qui me paraît relever d'une très vieille habitude. Je pourrais vous citer tas de noms d'écrivains du XIXe siècle qui se moquaient, ne serait-ce que le nom Les Immortels. Les Immortels, alors juste, c'est une moquerie du XIXe siècle, parce que la devise de l'Académie, c'est à l'immortalité. L'immortalité est bien entendu celle de l'esprit, celle de la langue, et non pas celle des académiciens. Mais voilà, le mot immortel vient d'une raillerie contre les académiciens, et tout est comme ça. Est-ce qu'au fond, je résume bien votre pensée en disant que vous n'éprouvez à l'égard de l'Académie ni honte ni vanité? Non, bien sûr, parce qu'il y a aussi tellement... Vous savez, on peut dire la vanité, et au fond c'est la même chose quand j'ai publié mes premiers livres chez Gallimard. Je me suis dit, je suis dans la collection blanche, ou pour mon essai sur Céline, qui était ma thèse de doctorat, mais c'est pas possible, je suis dans la même collection que Merleau-Ponty, que Sioran, que Sartre, c'est incroyable, et en collection blanche que Camus, que Céline, que Malraux. Et puis on se rend compte que c'est très bien ces grands noms, effectivement, mais il y en a aussi plein d'inconnus. Il y a, depuis la création de l'Académie française en 1635, il y a eu environ un peu moins de 800 académiciens. Sur les 800, on pourrait dire qu'il y en a 60, 70, 80 illustres. L'écrasante majorité a totalement disparu de tous les écrans radars de la mémoire et de la culture française. Donc ça vous remet dans une certaine humilité. On se dit, bon... Et puis même, je me dis, si j'ai été illustre, donc moi je me dis ça moi-même, c'est donc que la barre n'est pas mise si haut, puisqu'ils ont bien voulu que je sois à l'Académie. Donc les doutes taraudants que j'ai, comme on prend beaucoup d'écrivains, sur sa propre valeur, fait que l'Académie, j'irai pas, c'est d'évaluer en m'élisant, mais j'ai remis à sa juste place la vanité qui serait stupide de croire qu'on est un immortel quand on est dans une compagnie qui a fait de l'immortalité sa devise. Vous êtes-vous mêlé de l'intense polémique qui a précédé l'élection d'Alain Finkielkraut ou pas du tout? Non. Vous savez, c'était une polémique très feutrée, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'interventions publiques véhémentes. C'était la presse qui s'est fait l'écho, en effet, de l'opposition de certains confrères à l'élection d'Alain Finkielkraut. J'avais été catalogué, pour ma part, dans les pro-Finkielkraut, parce qu'un jour, à l'Académie, il y avait eu une discussion ouverte en séance entre tous les membres de l'Académie, et on s'est dit, qui verrait-on comme candidat possible? Et chacun disait un nom. Et je crois que c'était Pierre Nora qui avait dit, Alain Finkielkraut pourrait mériter un jour de figurer parmi nous, on pourrait y réfléchir. Et quand j'avais pris la parole, j'avais en effet publiquement dit, c'est une très bonne idée. Je pense qu'un homme, un intellectuel comme Alain Finkielkraut, qui est si présent aussi dans le débat des idées contemporains, mériterait d'être de l'Académie française. Donc, des confrères ont probablement dû répéter à des journalistes que j'étais pour Alain Finkielkraut. Mon nom a figuré, je n'ai pas songé à le démentir, puisque c'était vrai, mais moi-même, je n'ai participé à aucun débat, ne serait-ce parce qu'il n'est pas convenable pour un académicien, en principe, de s'engager avant un vote.
Même théoriquement, il ne devrait pas s'engager. Il doit avoir un devoir de réserve. Que nous discutions entre nous de manière parfois passionnée, naturellement pas en séance, mais en dehors des séances, de l'opportunité ou non de telle candidature, c'est normal. En principe, on ne devrait pas s'exprimer publiquement, ce qui fait du reste qu'il y a très peu eu avant l'élection, j'entends, de prise de position officielle directe d'académiciens. Mais en effet, la presse a cherché à créer un événement, elle a réussi à le faire, et voilà, donc, mais je n'ai pas de commentaire à faire. En principe, il y a une autre règle qui devrait être respectée, et qui l'est quasiment, je dois dire, c'est que, quels que soient les débats qui divisent l'Académie française sur l'opportunité ou non d'un tel ou tel candidat à élire, une fois que le candidat est élu, il est l'élu de tout le monde. Et donc on n'en parle plus. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à voter pour l'Académie française, le premier candidat qui m'a succédé, où je prenais part au vote, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et il y a eu là aussi une polémique. Alors là, elle a été publique, puisque Maurice Druon, qui était l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie française, avait écrit un article tonitruant pour dire qu'il jugeait cette candidature totalement inopportune. Et il y a eu là aussi de grands débats. Moi-même, je n'ai rien dit, je me suis tenu à l'écart de cette polémique que je ne trouvais pas convenable. Est-ce que vous établissez une frontière étanche entre le citoyen Vitou et l'écrivain Vitou ? Est-ce que vous avez déjà été amené, même en tant qu'académicien, à parler de politique publiquement, ou est-ce que vous faites une règle d'une sorte d'obligation de réserve ? Non, il n'y a aucune obligation de référence quand on est à l'Académie française, quand on est écrivain, à ne pas s'exprimer sur son temps. Pas du tout. Regardez Jean d'Ormesson et tant d'autres qui s'expriment, Éric Orsena, je pourrais en citer plein d'autres noms, qui s'expriment avec talent, avec des sensibilités parfois différentes sur c'est le devoir d'un écrivain, d'un citoyen, d'un académicien, ce n'est pas de s'exprimer s'il le souhaite sur le monde, sur l'état de la société, sur l'état de la politique, et c'est très bien. Pour ma part, j'ai très peu souvent, je me suis exprimé sur la politique, parce que j'ai quelques idées, mais c'est des idées qui sont souvent un peu imprécises, et si j'ai quelques mérites, comme spécialiste de Céline, de Rossini, de Stendhal, comme romancier avec un monde, un imaginaire, je n'ai pas, au fond, ce que je sais de la politique, je le sais par la lecture des journaux, par la lecture des analystes politiques, et je n'ai pas fait de recherche de terrain de première main. Et j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer sur ce que je crains être un domaine, non pas d'incompétence, mais où je n'ai pas forcément vocation, avec une autorité qui viendrait d'ailleurs, de dire voilà ce qu'il faut penser. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé, qui préfère évoquer des choses qu'il connaît mieux, le passé, ou des petites vibrations des sentiments humains dans un contexte historique donné, plutôt que d'être le donneur de leçons qui dit il faut voter pour X, il faut voter pour Y, il faut penser ceci, il faut penser cela. Mais ça peut m'arriver. Il m'est arrivé parfois dans le Figaro, par exemple, d'avoir des humeurs sur un sujet donné lié à la politique. C'est rare, mais ça m'est arrivé quelquefois. Votre dernier livre, Frédéric Vitou, s'appelle « Au rendez-vous des mariniers ». Contrairement à beaucoup de critiques littéraires, j'en parle parce que je l'ai lu. Je le trouve sans démagogie remarquable, de la tendresse, de la nostalgie, des séquences qui renvoient à des acteurs, à des écrivains, une douce familiarité. L'île Saint-Louis, pour vous, c'est un monde à part ? D'abord, c'est un monde à part parce que c'est le seul monde dans lequel j'ai été élevé et où je continue de vivre. Donc c'est le monde de mon enfance, c'est le monde de ma vie tout court. C'est un monde à part aussi parce que c'est une île. Et ce n'est pas une boutade de dire ça. Il y a un sentiment d'insularité profonde quand on habite l'île Saint-Louis. Pour vous donner simplement une image très rapidement, quand on sort de chez soi pour faire des courses, pour acheter son pain ou du lait ou n'importe quoi, souvent la question qu'on se pose, ou que je pose à mon épouse, comme on l'a posé avec mes parents, c'est est-ce que tu vas dans l'île ou sur le continent ? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste chez soi pour faire les courses ou est-ce qu'on franchit un pont pour aller déjà dans un territoire presque étranger
qui est la rive droite, la rive gauche, le continent. Donc j'ai ce sentiment d'insularité très forte que je ressens dans l'île Saint-Louis. Et donc, comme un écrivain, au fond, ne parle bien que de ce qu'il connaît, évidemment, il connaît bien ce qu'il aime aussi, l'île Saint-Louis s'est tout naturellement trouvé comme l'un, pas le seul, mais l'un des points d'inspiration de mes livres. Et ce dernier ouvrage auquel vous faites allusion, qui est sorti il y a quelques semaines, Au rendez-vous des mariniers, est effectivement l'exemple parfait de cela. Et l'autre exemple, c'est que, de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois je préfère interroger le passé pour mieux me comprendre que le présent lui-même, c'est que j'ai voulu dans ce livre explorer, au fond, la première moitié du XXe siècle, avec un bistrot populaire qui s'était ouvert en 1904 et qui a fermé en 1953, c'est-à-dire raconter un demi-siècle avant, sinon ma naissance, du moins mon regard conscient et attentif sur ce qui m'entourait. Et ce que j'ai vu disparaître, moi, et je ne le dis pas avec une nostalgie béate et convenue, j'ai vu objectivement disparaître la vie de la batellerie dans Paris. Enfant, en face de chez moi, quai d'Anjou, il y avait les péniches qui s'amarraient, il y avait les tas de sable qu'on déchargeait, il y avait toute cette vie du fleuve. Je voyais les remorqueurs qui abaissaient leur cheminée en passant sous le pont Sully. Donc j'ai été témoin de la disparition de cette vie économique du centre de Paris. Aujourd'hui, bien sûr, la Seine continue d'être importante sur le plan économique, mais les ports sont en amont ou en aval de Paris. Paris a cessé d'être le lieu d'une activité portuaire intense. Et puis il y a eu la Bois-sur-Berge, et maintenant on va faire de Paris Disneyland avec les nouveaux dirigeants parisiens. Vous me dites que je ne m'engage pas, mais dans mon dernier livre, j'ai quelques propos pas très très gentils sur précisément cette évolution de Paris, qui explique peut-être le fait que, par exemple, je n'ai même pas été invité dans le 4e arrondissement à aucun débat, aucune rencontre sur ce livre, parce que ça a peut-être déplu aux édiles, je ne sais pas. Enfin, peu importe, aucun intérêt. Voilà, donc j'ai voulu raconter ça dans mon livre. Et puis j'ai voulu raconter aussi ce que je n'ai pas connu, c'est-à-dire les bateaux lavoirs qui étaient amarrés en contrebas des berges de l'île Saint-Louis, le quai de Bourbon, le quai d'Orléans, et avec ces blanchisseuses qui allaient dans ce petit bistrot populaire qui avait donc existé pendant un demi-siècle et qui faisait le fond de leur clientèle. Et puis c'était une manière aussi de mieux me connaître moi-même en interrogeant les rapports de ma famille, de mon grand-père qui s'installe dans cet appartement où je continue de vivre à peu près au moment où se crée ce restaurant, à 2 ans près, 1904-1906, et où mon père a vécu à son tour et où je vis à mon tour. Et donc, quels étaient les rapports ou les non-rapports entretenus par mes parents avec ce bistrot? Tout ça, ça m'intéressait. Et puis la troisième raison, c'est que, curieusement, j'ai découvert peu à peu, ça a été en fait le premier point qui m'avait intrigué, c'est que de nombreux écrivains, ou de nombreux artistes, et pas des moindres, avaient été des familiers de ce restaurant, et mieux, ce restaurant avait joué pour eux un rôle important, un rôle de révélateur, comme une famille qui les accueillait, ou un lieu d'inspiration. Le grand écrivain américain John Dos Passos a écrit son premier roman au-dessus du restaurant, tellement il avait aimé ce restaurant. Il a fait venir Hemingway, qui a eu le coup de foudre pour ce restaurant, qui lui consacre 5-6 pages dans son premier roman, Le soleil se lève aussi, etc. etc. Donc on parlait tout à l'heure de Céline, assez longuement, Céline rencontre au Marinier, dans un dîner extravagant et tellement invraisemblable, en mars 1933, François Mauriac. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais j'ai peu imaginé, connaissant assez bien Céline et un peu Mauriac, la nature de leur entretien. Donc tout ça, c'est ce que j'ai voulu explorer. C'est une manière aussi de parler aussi d'une forme d'histoire, d'histoire littéraire, mais histoire politique, parce qu'il y a le Front populaire, il y a Drieux-La Rochelle, il y a les engagements politiques. Donc je ne suis pas comme un citoyen totalement, non pas idiot, mais totalement indifférent aux grands soubresauts historiques du XXe siècle. Votre livre m'a touché pour une autre raison, c'est que j'ai eu l'impression d'y retrouver une synthèse entre la curiosité du journaliste, l'analyse de l'historien
et le talent de l'écrivain. Est-ce que vous acceptez cette analyse, même dans sa mesure objective? Ben écoutez, oui, je l'accepte avec reconnaissance. Peut-être que vous êtes très bienveillant, mais en effet, je crois que dans ce livre, il y a toutes ces lectures-là. Il y a une lecture d'écrivain. J'essaie de d'écrire avec le plus de justesse et de sensibilité possible, mais toujours dans l'économie de moyens. Je ne suis pas un écrivain de la démesure, du pathos, donc j'essaye de toujours en dire moins pour en exprimer plus. Mais en effet, je pense qu'il y a un côté, par certains côtés, chroniqueur du temps passé, hein, faire revivre une époque, faire revivre une sociologie d'une époque, être très personnel, parce que je livre beaucoup de moi, de mes souvenirs personnels qui se greffent sur les souvenirs d'autrefois, et j'essaye aussi d'explorer avec ma mémoire familiale ce que je suis aujourd'hui. Donc je pense que c'est un livre d'écrivain, même si en effet il y a ce regard chroniqueur, journalistique que vous soulignez à juste titre. Puis-je vous demander pourquoi vous aimez tellement les chats? J'aime les chats parce que d'abord j'ai aimé une femme. J'ai été élevé sans chat. Mon père n'aimait pas les animaux. Les chiens et les chats, il avait peur. Ils étaient imprévisibles. Mon père était un homme d'ordre, poussé à un stade excessif, un conservateur. Et tout animal est une source de désordre parce que d'imprévu. Donc il n'y avait pas d'animaux chez moi. Et dans l'île Saint-Louis, j'ai un jour franchi le seuil qui m'avait demandé beaucoup d'efforts, d'une petite librairie très intellectuelle. Et moi, j'avais fait ma TLM, j'avais préparé Maths Sup avant de préparer une école de cinéma et de faire de la littérature. Et j'avais des complexes vis-à-vis de cette librairie où il y avait des œuvres de la collection telle quelle, du seuil, vous voyez. Et même la libraire avait écrit dans telle quelle. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là? Et je me suis risqué dans cette librairie, et il y avait un chat dans la vitrine. Un très beau chat qui aimait bien se somnoler sous la chaleur des projecteurs ou des lumières verticales qui tombaient sur lui. Et si bien que la libraire, j'ai noué des liens qui sont devenus de plus en plus étroits. Elle est devenue ma femme, elle l'est toujours. Et on croit parfois qu'on tombe amoureux d'une femme, et c'est tout. Mais non, dans le paquet cadeau, il y avait des chats, si je puis dire. Il y avait un chat. Et donc, j'ai découvert les chats, le monde des chats, grâce à celle qui allait devenir mon épouse et la femme de ma vie. Et donc, voilà, ça a été le premier lien. Et j'ai découvert un monde insoupçonné. Et ce que j'aime chez le chat, bon, c'est pour prendre une phrase extrêmement célèbre, que l'on a attribuée à Vialat ou à Victor Hugo, enfin qui n'est ni l'un ni de l'autre, c'était cette phrase sur le chat, « Dieu l'a fait dans sa grande bonté pour que l'homme puisse caresser le tigre ». Et je crois qu'il y a dans ce chat, ce qui est une évidence baudelairienne aussi, ce rapport du confort, du douillet, de l'intimité, du mystère à domicile et quelque chose de vertigineux et qui se rapporte presque au monde sauvage. Et que cette dualité-là, du domestique et du mystérieux et de l'étrange, est ce qui fonde vraiment le chat par rapport aux autres animaux ou domestiques, comme le chien, ou sauvages et qui sont loin de vous. Le chat n'est pas un animal domestique, est un animal qui s'est rapproché volontairement de l'homme pour vivre à côté de lui, et donc il a ce rapport très étrange avec l'homme, qui n'est le rapport ni d'un animal sauvage, ni d'un animal domestique. Si bien qu'un homme comme Buffon, par exemple, quand on lit son histoire naturelle, qui est admirable, qui est l'un des sommets de la langue française du XVIIIe siècle, il parle admirablement bien de tous les animaux. Le seul qu'il ne comprend pas, c'est le chat. Parce que le chat échappe à sa raison. Dans un siècle des Lumières, il ne peut pas confondre un animal de l'obscurité. Il ne peut pas le comprendre. Ma dernière question, malheureusement, Frédéric Vitoux. Vous admirez Stendhal et je cite de mémoire une de ses phrases, « On n'atteint pas le bonheur, mais sa poursuite vaut bien toute une vie ». Aujourd'hui, êtes-vous heureux? Pensez-vous que cette interrogation a du sens? Ou est-ce que vous êtes encore en recherche? Cette interrogation a tellement de sens que je ne vois pas très bien quelle autre interrogation pourrait mériter de lui être opposée.
Bien entendu, non. Je pense qu'effectivement, le bonheur, pour prendre des grands mots, je me méfie toujours des grands mots, mais ne peut être qu'une recherche. Je crois par ailleurs. Alors Stendhal écrivait avec une vitesse, une liberté, un bonheur que l'on envie, avec c'est vraiment cette intelligence, cette sensibilité frémissante en mouvement, et peu importe si on a des répétitions, si les phrases sont bancales, on s'en fiche. Il y a une sorte de mouvement jubilatoire de l'écriture stendhalienne et de la sincérité de Bell, parce qu'il y a toujours les bellistes et les stendhaliens, bon, mais moi je ne les oppose pas, c'est se complète. Voilà. Mais d'un autre côté, je pense profondément qu'un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend, plus parfois, va s'isoler du monde pour écrire une fiction, pour inventer des personnages, pour cesser de vivre, pour inventer un monde consolant ou inquiétant. Il ne peut pas être tellement heureux, parce que s'il était tellement heureux, il serait dans la vie, il serait heureux. Au fond, se couper du monde pour inventer un autre monde qui est un univers romanesque, il me semble d'une certaine manière que ce n'est pas une marque de bonheur, mais une marque d'insatisfaction ou de consolation d'opposer au monde réel un monde de fiction. Merci infiniment, Frédéric Vitoux.